Je rappelle que cette série expose, vidéo après vidéo, ce qu'on peut appeler une évolution du moi, qui est décrite, pas celle-là, mais une semblable évolution du moi, est décrite dans une vidéo que je présenterai, je mettrai le lien en descriptif, qui décrit donc une évolution d'étapes du moi, et qui indique par exemple à un certain stade, un stade conventionnel, et puis ensuite un stade individuel qu'il appelle aussi, ou elle, c'est un auteur américain, une psychologue américaine qui est exposée par un psychologue français, donc individuel pluriel. Et pluriel. Or, et puis donc la suite, la subjectivation, etc. Donc on a l'impression que cette présentation psychologue ressemble beaucoup à ce où est coordonné et est en écho ou correspond à ce dont on traite ici, la manière dont on traite l'évolution du moi, avec cette différence, à savoir qu'ici, nous traitons de l'évolution du moi avec des concepts identiques, conventions, individuels, subjectifs, etc., des concepts identiques qui nous laissent penser que ce travail donc de la psychologue américaine est inspiré de la psychohistoire de Karl Lamprecht. Et ceci étant, de notre côté, ici dans cette série, nous faisons la même chose, mais avec une évolution qui se boucle, plutôt qu'être linéaire simplement comme ça. Nous l'étudions avec des étapes analogues correspondantes, par exemple conventionnelle ici, individuelle plurielle ici, et subjective. Nous le décrivons comme une évolution qui revient sur elle-même en spirale et qui effectue des progrès en se représentant elle-même. Donc c'est une description analogue et un peu plus complexe ou qui apporte une notion que la simple linéarité ne décrit pas. Alors, ces petits traits évolutifs du moi, ici, nous les décrivons comme des cercles que l'on trouve donc à différents endroits, et simplement un vase ici des cercles qui n'existent pas, si on peut dire, ou qui sont abstraits, des cercles composés d'objets, comme un vase avec un bouquet, etc. Et donc, je rappelle maintenant ce qu'on trouve dans ce même schéma d'évolution, mais revenant sur lui-même, c'est-à-dire ce modèle optique qui tourne dans ce sens-là. On trouve d'abord que, à partir du O, qu'on peut écrire comme la lettre O, comme le zéro, comme le Tao, mais aussi comme l'O, et pourquoi pas le O. Alors tout ça, ce sont des choses qui pourront être exploitées, mais principalement ce terme O, nous savons qu'il est... on va le mettre ici, je n'ai pas le rose typique de Eros, mais par Eros, ce O, il s'agit de Gaïa. Gaïa avec Eros qui, par la castration d'Uranos, va créer le temps. Donc la première notion ici que l'on trouve et que l'on applique au modèle optique, cette première notion, c'est celle-ci que l'on trouve dans le modèle optique à cette place, ou dans cette fonction. Et ce temps, nous allons le trouver, évidemment, figuré dans le mythe. S'il s'agit de Gaïa et d'Eros, nous allons le trouver par Chronos, c'est le temps C. Eh bien, cette opération d'Eros qui produit ce premier temps de la conception du monde, cette opération va se reproduire en tournant le miroir. Ce miroir va tourner comme ça pour produire une opération de telle sorte que Chronos va à son tour
va créer, si on peut dire, maintenant, va créer l'espace, le temps, une opération semblable à celle de la castration d'Uranos par le fils ou par Eros à la demande de Gaïa. Cette fois-ci, c'est la castration c'est pas une castration, mais disons, c'est une opération qui est faite par Zeus, par son fils, puisqu'il s'agit toujours d'une relation du fils au père. Donc cette relation par le fils de Cronos va créer maintenant l'espace. Et cet espace va être représenté non plus, c'est-à-dire la lumière, hein, non plus par... va être représenté par... De même que le temps est représenté par Chronos, l'espace ou la lumière, et d'après les théories modernes, hein, l'espace-temps, c'est la lumière, et donc est représenté par Zeus. Et troisièmement, nous continuons à tourner, et ce Zeus va aussi, après, disons, cet espace ensuite va donner la conception de la masse, toujours par la même opération de Chronos, hein, d'Eros, qui s'applique à chaque fois ou qui répond à Gaïa, qui répond à l'épouse de Chronos, et pardonnez-moi, je n'ai plus son nom, et puis ensuite qui va répondre donc aux angoisses de Zeus. Toujours donc cette partie d'Eros que l'on voit ici en miroir, ou en miroir qui tourne dans ces modèles optiques. Donc cette fonction Eros va ainsi créer la masse, et on a vu que cette masse va à son tour produire quelque chose d'intéressant. Alors, d'abord, on les applique comme ça. Hein. On retrouve ces places ainsi illustrées. Ce qu'on a vu, c'est que, en fait, il y a, à partir du stade à partir de ce deuxième stade, qui va évoluer à quoi la masse va succéder, succédant à l'énergie de la lumière, qui succède au temps, etc. Il y a en fait un raccourci vers une quatrième place. Hein. Ce raccourci est donné par le transfert. C'est-à-dire que déjà au stade de Zeus, l'opération psychique peut avoir lieu, et le transfert va donner... on va prendre, je précipite les choses en disant que ça donne JC, Jules César. Et pourquoi ? Parce que dans cette mythologie, Zeus craint que son pouvoir lui soit défait par son fils, comme lui a défait le pouvoir de Chronos, qui défaisait le pouvoir de son père Uranos. Zeus craint que donc son pouvoir soit défait, soit pris, ou soit supplanté par son fils dans la direction de la masse, si on peut dire. Et effectivement, nous avons Zeus qui a bel et bien manifesté son pouvoir hellénique sur la Méditerranée jusqu'au moment où, historiquement, le christianisme est apparu avec Jésus-Christ, qui est bien le fils de Zeus, le fils de Dieu, et qui a répété cette première formation du temps, deuxième de l'espace, troisième de la masse, et qui ici va maintenant produire l'individualité ou le pluriel, c'est-à-dire ce que l'on retrouve ici. Je précise que cette convention ici, elle est effectivement à ce lieu ici que l'on trouve là. Hein. Tout ça, ce sont les choses que nous avons exposées. Et et pour terminer ce rappel, et pour avancer, ce qui nous intéresse donc tout à fait de façon très intrigante et très dynamique, c'est que cette opération transférentielle
Ici, nous avons vu, et précisément ce transfert, il est décrit ici, hein, c'est dans ce modèle optique, dans cette variation dans la phase rotative comme ça, ce transfert ici, nous l'avons vu se distinguer, se composer en fait, se diviser en deux. Il se divise en deux par ce que j'ai fait observer de fonction de réfraction, qui est une fonction optique très connue et très importante de ce qui se passe, de ce qui est dans l'eau, comparé à ce qui est réfléchi dans l'eau. Et cette bifurcation de réfraction nous mène à, si on continue la mythologie de Cronos et de Zeus, nous avons ici dans la création des êtres humains, dans la masse, les individus produits par le fils ou qui succèdent au fils de Zeus, cette bifurcation, ces deux angles-là, nous sont décrits dans le mythe comme les causes, si on peut dire, de Prométhée et d'Épiméthée. Alors, ce sont deux frères, comme Apollon et Dionysios sont parèdres, si on peut dire, mais on a Castor et Pollux, etc. Et là, ce sont des frères, et ici, cette doublure par Prométhée et Épiméthée, on les voit ici, hein, se trouve où est décrite, est amenée, si on peut dire, par le fait que Épiméthée correspond à ce point de la masse quand elle est numérisée. Il s'agit de la cybernétique dans la machine, si on peut dire, on peut appeler la masse la machine, et la cybernétique, c'est la numérisation dans la machine. Il s'agit du concept de répétition qui correspond typiquement à Épiméthée. Donc voilà où nous en sommes.